Bonjour et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur Joker de Todd Phillips, sorti en 2019. Le film de Todd Phillips est sorti il y a à peine 4 ans et il est déjà culte. Eh oui, il en va du destin de certains films d'être cultes dès leur première projection publique, réunissant immédiatement une véritable communauté d'aficionados qui vous décrivent avec passion des scènes qu'ils connaissent déjà par cœur, tandis que d'autres, au contraire, beaucoup moins nombreux, manifestent leur rejet et suscitent polémiques et controverses, ingrédients par excellence d'un film culte. Si ce Joker consacré uniquement à l'ennemi juré de Batman a remporté un triomphe critique et public dans le monde entier, plus d'1 milliard de dollars de recettes alors qu'il n'avait coûté que 60 millions, récoltant au passage le Lion d'Or à la Mostra de Venise, ce qui est plutôt exceptionnel pour un film dit de genre, il n'a pas fait l'unanimité pour autant. Mais peut-être est-ce là justement, dans cette non-unanimité, que réside sa singularité, sa force, sa réussite et son statut de film culte. Dans ses partis pris radicaux et audacieux, aussi bien scénaristiques que formels, dans ce mélange des genres qui flirte tout à la fois avec le thriller psychologique, la fable politique, la comédie noire, voire le film d'horreur, dans cette vision inattendue, sombre, tourmentée, violente et toute personnelle d'une icône de la pop culture. Et enfin, dans le malaise que ne manque pas de susciter la troublante interprétation qu'en donne un acteur de génie. Autant d'éléments qui ne pouvaient pas être consensuels. Bien sûr, le personnage du Joker était déjà culte en lui-même, mais justement, le pari et le risque n'en étaient que plus grands. Déjà, l'annonce du projet avait suscité la surprise, voire la méfiance. Quoi ? C'était le réalisateur de la trilogie déjantée à l'humour potache, A Very Bad Trip, qui allait s'attaquer au destin de l'un des tueurs psychopathes les plus célèbres de la BD américaine et du cinéma hollywoodien. Un personnage que les prestations de Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton en 1989 et de Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan en 2008 avaient fait entrer pour toujours dans la légende. Il y avait de quoi s'inquiéter ? C'était mal connaître le bonhomme. Déjà, dans la trilogie Very Bad Trip, il y avait un fond de noirceur sarcastique qui pouvait rassurer. Mais surtout, c'était oublier ou ignorer que Todd Phillips avait débuté dans le cinéma en réalisant à 24 ans un documentaire, Hated, Gigi Allen and the Murder Junkie, consacré à un incroyable personnage, le chanteur punk très controversé Gigi Allen. Dans les années 80, il était plus célèbre pour ses provocations que pour sa musique, n'hésitant pas sur scène à se mettre nu, à s'automutiler, à déféquer et à insulter violemment son public. Ses tournées étaient souvent interrompues par ses séjours en prison ou en hôpital. Addictif à l'alcool et à toutes les drogues, fasciné par les serial killers, il est mort d'une overdose à 36 ans en juin 1993 après un concert qu'il a terminé en courant nu, couvert de sang et d'excréments dans les rues de New York, entouré d'une centaine de fans qui l'embrassaient. Un personnage plus que borderline, sur la santé mentale duquel on pouvait s'interroger, comme sur ses comportements masochistes et narcissiques qui le faisaient passer en un éclair de l'intelligence à l'incohérence, de l'amabilité à la violence. S'il s'était immergé dans cette trajectoire ô combien chaotique, Todd Phillips pouvait bien s'attaquer à celle du plus grand criminel de Gotham City. D'autant que ce qui l'intéresse, en remontant à ses origines et donc aux sources du mal, ce n'est pas de s'inscrire dans la mythologie comme l'a fait Christopher Nolan avec Batman. Ou en tout cas, c'est de le faire à sa manière, en se plongeant dans la réalité, pour réaliser une véritable étude de caractère, pour raconter simplement l'histoire d'un homme qui sombre dans la folie. Qu'à la fin de cette descente aux enfers, ce fou-là devienne le Joker, donner dans son esprit plus de force, plus de résonance, plus d'attrait aussi au film dont il rêvait, et lui ajouter une dimension qui, du coup, réinventait le genre et rejoignait ainsi la mythologie.
D'autant que le réalisateur fait au passage un petit clin d'œil au jeune Bruce Wayne, le futur Batman, dont son Joker, peut-être plus lié à lui qu'on ne croit, croise le chemin. Les modèles de Todd Phillips, les films qui ont fait les beaux jours du cinéma américain de la fin des années 70 au début des années 80, quand, dit-il, Hollywood produisait tant de bonnes histoires qui étaient aussi de profondes études psychologiques de personnages. On s'est demandé, poursuit le cinéaste, comment renouer avec un cinéma comme celui-là, et on s'est dit alors qu'un personnage comme le Joker serait un moyen idéal pour y parvenir et attirer le public en même temps. Pas évident de s'attaquer ainsi à un personnage iconique, en plus en lui consacrant un film entier, alors que jusque-là il n'était qu'un héros secondaire. La chance de Todd Phillips pour vendre son projet à la Warner et à DC Comics, qui ont les droits de Batman et autres super-héros, c'est qu'il travaille avec le studio depuis une quinzaine d'années et que les Very Bad Trip ont rapporté beaucoup d'argent, ce qui à Hollywood vous met d'entrée de jeu en position de force et permet d'avoir une oreille plus attentive. Il veut convaincre la Warner et DC qu'ils peuvent tenter une expérience que ni Marvel ni Disney ne peuvent ou ne veulent se permettre. Un film déréglant les codes du blockbuster, une étude de caractère au ton adulte, dérangeante et même interdite aux mineurs, sans beaucoup d'action ni de cascade. Après 2 ans de discussion, Warner et DC Comics finissent par donner leur feu vert, laissant à Todd Phillips une totale liberté. En tout cas, c'est ce qu'il dira à la sortie, et que confirmera l'un des producteurs du film, Bradley Cooper, le beau gosse des Very Bad Trip, que Todd Phillips n'a pas quitté depuis et avec qui il forme une belle équipe. Chacun est en effet investi dans la production des films de l'autre. Pour l'écriture du scénario, le réalisateur a fait appel à Scott Silver, à qui l'on doit 8 Miles de Curtis Hanson avec Eminem, et Fighter de David O. Russell, énorme succès qui a récolté 2 Oscars et 8 nominations dont celle du meilleur scénario. Ensemble, ils inventent l'histoire d'Arthur Fleck, cet homme qui ne s'est jamais guéri d'une enfance piétinée, sans père et avec une mère malade dont il s'occupe toujours. Un homme blessé qui souffre de maladie mentale, qui fait le clown au sens propre, dans la rue, les centres commerciaux et les hôpitaux pour enfants, dont le rêve est d'être humoriste, de monter sur scène, d'être dans la lumière pour être, enfin, respecté et aimé. Mais dans ce chaos qu'est devenue la ville de Gotham, où la seule loi qui règne est celle du plus fort et du plus riche, où les petits magasins font faillite, où les poubelles s'amoncellent sur les trottoirs, où les services sociaux ferment par manque de crédit, où les rues envahies par les chômeurs et les laissés pour compte sont des coupe-gorge, il ne subit que mépris, cruauté, humiliation et violence. Lorsqu'un jour il se fait tabasser dans son habit de clown par une bande de jeunes voyous au fond d'une impasse, c'est plus qu'il n'en peut supporter. Tant de violences physiques, de violences psychologiques et de violences sociales accumulées vont avoir raison de son équilibre fragile. C'est le début de ce voyage au bout de la nuit où Arthur Fleck se perdra et d'où surgira le Joker. Il ne s'agit pas dans l'esprit de Todd Phillips de l'excuser, mais de le comprendre, ou en tout cas d'explorer quelques pistes de compréhension, d'explication, de l'humaniser en un mot, de le sortir des cartons de la BD pour en faire un être de chair et de sang. Chemin faisant, le réalisateur n'oublie pas sa volonté de rendre hommage aux films des années 70 et du début 80, et leur inspiration vaudra aussi bien pour le ton du film que pour l'image et les décors. Ces films, ce sont ceux de Sidney Lumet, Un après-midi de chien, Network, Le Prince de New York, Serpico, ou le film de Michael Winner sur l'autodéfense, Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, et bien sûr les films de Martin Scorsese, Taxi Driver, dont le héros solitaire, à vif et jusqu'au boutiste n'est pas si éloigné de son Arthur Fleck. Et aussi La valse des pantins, cette histoire d'un animateur de télévision aux prises avec un fan, un comique méconnu, qui pour passer dans son émission décide de l'enlever. Et la référence est d'autant plus assumée que Todd Phillips a confié à Robert De Niro le rôle de l'animateur, lui qui jouait le groupie dérangé dans La valse des pantins. On peut aussi y voir dans l'esprit du réalisateur comme un passage de relais entre De Niro et Joaquin Phoenix. L'autre repère en effet qui les guide pendant l'écriture,
c'est l'acteur dont ils rêvent pour incarner leur clown tragique. Joaquin Phoenix, donc. Il est assurément l'un des acteurs les plus excitants, les plus doués, les plus intrigants, les plus imprévisibles, les plus séduisants, les plus curieux du cinéma américain d'aujourd'hui. Il est à leurs yeux le seul capable d'incarner dans toute sa complexité ce personnage qui, fragile et démesuré, avance sur un fil vers son triste destin. Contacté, Joaquin Phoenix est intrigué, séduit, mais il aura besoin de nombreuses discussions pendant plusieurs mois avec le réalisateur avant de donner son accord, qu'il ne donnera jamais vraiment, acceptant simplement de venir un jour à des essais costumes, ce qui aura valeur de hockey. La grande réussite du film doit beaucoup à ces deux éléments. La vision de Gotham, largement inspirée donc du New York des années 70, tel qu'on l'a vu au cinéma, et l'interprétation de Joaquin Phoenix. Gotham, reconnaît Todd Phillips, c'est l'autre personnage principal du film. On a voulu aussi raconter comment, dans une ville sur le point de s'effondrer, comme c'était le cas pour le New York de la fin des années 70, cette désintégration peut nourrir le mal. Mais le réalisateur s'inspire aussi, et c'est plus inattendu, d'un film de la cinéaste belge Chantal Akerman, icône du cinéma d'auteur, qu'avec son chef opérateur Laurence Cher, son collaborateur depuis Very Bad Trip, ils ont beaucoup regardé, News from Home. Pour, dit-il, ces magnifiques plans du New York quotidien de 1977 et qui montrent avec force détail comment les gens s'habillent, leur démarche, etc. Ce fut une référence essentielle pour notre chef costumier et notre directeur artistique. Par souci de réalisme, il décide de tourner intégralement le film à New York et à Newark, dans le New Jersey, et pas devant des fonds verts à Los Angeles. Les effets spéciaux ne servant ici qu'à gommer les édifices trop reconnaissables et à transformer les perspectives et l'horizon. Ces décors réels et très bien choisis, comme ces escaliers interminables qu'Arthur emprunte pour entrer chez lui, donnent l'impression d'une vraie ville vivante et exsangue à la fois, d'une ville en perdition dont le spectateur totalement immergé entend battre le cœur désespéré et celui de ses habitants. Plus Arthur s'enfonce dans la folie et plus la ville devient folle elle aussi. La décrépitude de la ville est là, dit le réalisateur, pour nous informer sur l'état d'esprit du tueur et quel chemin il prend. Tout comme la musique de Hildur Guðnadóttir, compositrice islandaise, à laquelle on doit ce magnifique air de violoncelle aussi mélancolique qu'angoissant. De très réaliste, la ville devient ainsi peu à peu fantasmatique, jusqu'à la folie générale, jusqu'à l'embrasement final. Visuellement, c'est impressionnant de bout en bout. Comme l'est Joaquin Phoenix, incroyable, effrayant de maigreur et magnétique, libre et intense, troublant et déchirant, ambigu et inquiétant, fragile et dangereux, fascinant, exceptionnel. Rarement le mot « incarnation » aura été aussi approprié. Pendant leur longue conversation d'avant-tournage, l'acteur et le réalisateur n'ont pourtant jamais parlé de son interprétation, de comment il allait jouer le personnage, de comment il envisageait son évolution. En revanche, ils ont beaucoup évoqué les maladies mentales, les soins qu'elles nécessitent et les comportements qu'elles provoquent. Joaquin Phoenix confiera qu'il a fait un gros travail de recherche, lisant des livres sur les troubles du stress post-traumatique, regardant des images sur des gens atteints du même problème qu'Arthur, avec ses crises de rire incontrôlables dues à une émotion intense, se renseignant sur le type de médicaments qu'il pouvait prendre et sur leurs effets secondaires, notamment cette grande perte de poids que ces comprimés entraînent très souvent. Ensemble, acteurs et réalisateurs décident donc qu'ils perdent une vingtaine de kilos pour ressentir, dit Joaquin Phoenix, de façon plus réelle les effets des médicaments sur le corps. Et effectivement, j'ai éprouvé mon corps d'une façon nouvelle. Ça m'a transformé psychologiquement autant que physiquement. Je ne pensais pas que ce serait si dur. En fait, l'essentiel de son interprétation se fera à l'intuition, sur le tournage, comme cette première danse, à la fois d'une grâce infinie et d'un malaise profond, que Joaquin Phoenix improvisera après le meurtre, et qui deviendra, tout comme ses éclats de rire effrayants,
l'un des signes avant-coureurs de sa métamorphose en Joker. Celui qui va devenir le symbole des humiliés de tous bords et les venger de leurs humiliations. Arthur, dont le mal-être nous touche autant qu'il nous dérange, était un personnage très oppressant à interpréter, reconnaîtra Joaquin Phoenix. Je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre qui il était ni ce qui le motivait. Dans chaque scène, je ressentais ce qui était juste ou pas à tel moment de son évolution, mais c'était une construction très progressive et instinctive. Sa performance restera comme la métaphore de son implication exigeante et totale dans chacun de ses rôles, et même comme la métaphore suprême du métier d'acteur, le symbole d'un don absolu de sa personne, à son métier, à son art, jusqu'au sacrifice, jusqu'à l'incandescence, comme celle de De Niro dans Raging Bull l'avait été en son temps. Joaquin Phoenix, lui, n'aime pas qu'on parle de performance. Performance, dit-il, ça voudrait dire que je pense surtout aux spectateurs, à l'effet que je ferai sur les gens. C'est une erreur de croire que les acteurs songent d'abord à ça. Le seul moment où je ne peux pas oublier les spectateurs, c'est quand je tourne dans une rue avec 100 badauds et des paparazzis tout autour. Sinon, je ne pense jamais au public. Incarner un tel personnage n'est pas une performance, c'est une expérience. Elle lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. En plus de ce prix du Lion d'Or à Venise, le film a obtenu entre autres récompenses, plus d'une centaine dans le monde entier, l'Oscar de la meilleure musique, et 9 autres nominations dont celle de meilleur film et de meilleur réalisateur. Dès sa sortie, il devient un succès dans le monde entier et même un phénomène de société, faisant écho aux mouvements sociaux qui agitent la planète, tels les Gilets jaunes en France. Dans certains pays, des manifestants reprennent même le maquillage et le costume du Joker. Des observateurs soulignent à quel point le film est un reflet désespéré des tensions politiques qui écartèlent nos sociétés. Aux États-Unis, où il est interdit aux moins de 17 ans, il suscite une vive polémique. Il y est accusé d'apologie irresponsable de la violence. D'autres, ailleurs, accusent le film d'être totalement nihiliste, de surfer sur les mouvements populistes et d'appeler les gens à la rébellion générale et au chaos. En quoi serions-nous irresponsables, répond le réalisateur, alors que justement, dans Joker, la violence a des conséquences terrifiantes et réalistes. Notre film est tout, sauf une célébration de la violence, ça me met profondément en colère. Certains reprochent à Joker un discours politique qui consisterait à encourager à la violence contre les institutions. Ce n'était pas notre intention, et pour moi Joker est surtout un film humaniste sur le destin tragique d'un homme. Même si cette valse funèbre, ce cauchemar brutal et sanglant, se termine sur un épilogue énigmatique dont la fin semble ouverte, Todd Phillips et Joaquin Phoenix déclarent qu'ils n'avaient pas du tout envisagé une suite, jusqu'au moment où l'idée a fini par faire son chemin, notamment dans la tête de Joaquin Phoenix. « Je ne peux pas arrêter d'y penser, déclare-t-il, les possibilités où nous pouvons aller avec ce personnage semblent infinies. » Une suite a donc été écrite, toujours avec Scott Silver, et tournée avec la même équipe. Joker, Folie à deux. Un film qui serait, dit-on, en grande partie musical. L'histoire de la rencontre à l'hôpital psychiatrique d'Arkham entre Joker et un autre personnage de la BD, Harley Quinn, la psychiatre qui deviendra sa petite amie et sa complice, jouée, elle, par Lady Gaga. On retrouvera au générique Zazie Beetz, la voisine bienveillante, et il y aura aussi Brendan Gleeson et Catherine Keener. La sortie est prévue pour l'automne 2024, et c'est d'ores et déjà l'un des films les plus attendus de l'année prochaine, avec autant d'excitation que d'appréhension, comme pour tous les films cultes auxquels on donne des suites. D'ici là, on aura découvert Joaquin Phoenix dans un autre rôle emblématique, celui de Napoléon, orchestré cette fois par Ridley Scott, dont le film est annoncé pour la fin novembre de cette année. On n'a pas fini d'entendre parler de lui, on ne s'en plaindra pas. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode.
Nous avons hâte de retrouver ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Vous pourrez retrouver au mois de novembre Le discours d'un roi, où la détermination du roi George V, le père d'Élisabeth II, à vaincre son bégaiement. Succès surprise international couronné en 2011 de 4 Oscars. Meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur pour Toby Hooper et meilleur acteur pour Colin Firth. Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, la rencontre le temps d'un été d'un lycéen et d'un étudiant. L'histoire d'un premier amour et donc d'un premier chagrin. Le film qui mit la carrière de Timothée Chalamet sur orbite. Hunger Games de Gary Ross avec Jennifer Lawrence et John Hutcherson. Dans cet univers, la règle est de tuer ou de se faire tuer. Chacun doit choisir son camp. Une jeune femme refuse de choisir. Le premier des 5 films adaptés des romans de science-fiction de Suzanne Collins. Le Mépris de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang. Tourné en 1962 dans la sublime maison de Malaparte à Capri, un film sur un film en train de se faire et sur un couple qui se défait. Le déclin du cinéma et de l'amour, selon JLG, un classique des classiques. Les Triplettes de Belleville, un film d'animation de Sylvain Chaumet, qui fit sensation lors de sa sortie en 2003 et obtint un grand succès critique et public. Une histoire loufoque, des personnages inoubliables, une imagerie délicieusement rétro et un feu d'artifice de trouvailles et d'émotions. Orange Mécanique de Stanley Kubrick, bien sûr, sorti en 1972, avec un Malcolm McDowell déchaîné. Faut-il encore présenter cette réflexion inoubliable et perturbante sur la nature de la violence et donc sur l'humanité ? Une explosion d'intelligence, d'audace et de cinéma. The Artist de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Muet, en noir et blanc, drôle et émouvant, un des plus beaux hommages au cinéma et à ceux qui le font. Le film français le plus récompensé de l'histoire aux Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure musique, meilleur costume.